Dans le sillage des trois sorciers, le troisième vendredi du mois, le dernier quart d'heure de Smart Bourse est consacré à la pédagogie et l'éducation boursière avec les équipes du Café de la Bourse. Et nous retrouvons Louis Yang, cofondateur du Café de la Bourse. Bonsoir Louis. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Le thème que vous nous proposez ce mois-ci, c'est le sujet de la volatilité. Alors, on va expliquer ce qu'est la volatilité et comment on peut en profiter quand on est investisseur actif. Il faut s'en méfier, mais on peut aussi profiter de la volatilité à travers différentes stratégies et différents instruments. Qu'est-ce que la volatilité quand on parle des marchés financiers, Louis ? Alors la volatilité d'un actif financier, c'est caractérisé par l'amplitude de variation à la hausse et à la baisse de l'actif et le laps de temps durant lequel on a cette variation. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus un actif va varier fortement à la hausse et à la baisse sur un laps de temps court, plus la volatilité va être élevée. En revanche, une variation importante à la hausse et à la baisse sur un laps de temps long, voire très long, n'est pas forcément synonyme de grosse volatilité. Comment est-ce qu'on suit la volatilité sur ces marchés financiers? Alors la volatilité a des indices, le plus connu étant le VIX, donc c'est l'indice de volatilité américain qui suit le S&P 500, donc l'indice des 500 plus grandes entreprises américaines. C'est un indice qui est proposé par la bourse de Chicago, qui est la bourse des options. Ouais. Donc ça c'est le principal indicateur qu'on utilise sur les marchés pour suivre la volatilité. Mais après il y en a d'autres, il y a le VSTOXX qui suit l'Eurostoxx 50, donc les valeurs européennes les plus grosses, et il y a aussi le VCAC qui suit le CAC 40, donc il y a de nombreux indices sur la volatilité. Là, on est concentré sur les marchés boursiers. Je précise qu'on trouve des indicateurs de volatilité pour d'autres classes d'actifs également, hein, Louis. Hein. Tout à fait. En fait, sur l'obligataire, sur les devises, on peut trouver des mesures de volatilité, alors peut-être plus destinées aux professionnels, mais sur d'autres classes d'actifs que les marchés actions, on trouve aussi ces indices de volatilité. Tout à fait, parce qu'en fait, du moment qu'on a un actif financier qui c'est pas réservé aux actions, hein, exactement, exactement. Et j'avais appris il y a quelques années maintenant qu'on avait même un indice de volatilité de la volatilité. On a la volatilité du VIX également. Oui, parce que c'est vrai. Wall Street et l'ingénierie est sans fin de ce point de vue-là. Donc on peut même mesurer la volatilité de la volatilité comme un actif financier. Exactement. C'était notamment pendant les périodes de forte volatilité où il y avait vraiment un intérêt. Bon, la volatilité peut faire peur, effectivement, parce que voilà, c'est l'idée que ça bouge fort sur un laps de temps, comme vous l'avez décrit, un laps de temps assez court. C'est un risque, et donc ça veut dire que ça peut aussi être une opportunité, Louis. Oui, exactement. C'est vrai que la volatilité, c'est surtout connu comme un risque, puisque effectivement, des fluctuations à la hausse et à la baisse, ça provoque un risque de perte en capital, de moins-value. Et c'est pas pour rien que l'indice VIX, c'est aussi l'indice de la peur. On le surnomme l'indice de la peur. Donc très clairement, plus un actif va fluctuer, plus il y a des risques de perte. Donc oui, c'est un risque. Ça mesure le risque. Mais pour certains profils d'investisseurs actifs, de traders actifs, c'est aussi une opportunité, parce que le fait d'avoir des fluctuations, avec les bons produits financiers, on peut profiter, et les bonnes stratégies évidemment, on peut profiter des variations, et plus elles sont fortes, plus il y a d'opportunités. Pour un trader, ça va être plutôt un marché sans tendance qui va être un marché sans opportunité. C'est ce qu'on disait, 30 à 60% du temps, le marché est sans tendance, hein, c'est ce qu'on rappelait juste avant. Et donc le trader, lui, ce qu'il aime, c'est des marchés qui font des écarts. Exactement. Typiquement, là, pour vous donner une idée, au niveau du VIX, on est autour de 15. En fait, sous 20, on considère qu'il y a peu de volatilité. Lorsqu'on est entre 20 et 30, on parle de retour de la volatilité. Au-dessus de 30, là, très clairement, il y a une grosse volatilité. Pour avoir quelques échelles de grandeur, pendant la crise des subprimes et la crise du Covid, donc les deux grosses crises des 20 dernières années, la volatilité a dépassé les 80. Et là, effectivement, il y a quelques semaines, fin octobre, on a ressenti un retour de la volatilité, puisque ça a passé la barrière des 20. Et là, avec la fin d'année, ça s'est de nouveau calmé, oui. On ne peut pas rentrer dans le détail, mais comment on peut expliquer le calcul du VIX, Louis ? Alors en fait, le calcul du VIX, c'est basé sur les options. C'est pour ça que c'est la bourse de Chicago qui s'occupe de cet indice. En fait, c'est basé sur le prix des options d'achat et de put, enfin de call et de put. Et en fonction de ça, c'est un calcul mathématique qui va déterminer la valeur du VIX qui va de 0 à 100. Effectivement. Bon, 20, et moi je me souviens de périodes, pendant notamment les grandes phases de QE des banques centrales, où on voyait de la volatilité à 10 et même moins. Je crois que le VIX est passé
passé sous les 10 au moment où la Fed, notamment, était en pleine action. Inonder les marchés de liquidité. D'inondation des marchés par la liquidité. Donc voilà, de 80 à Lehman à moins de 10 au plus fort du QI des banques centrales. C'est ce qu'on a vu effectivement sur les dernières années. Comment on profite de la volatilité en bourse quand on est investisseur actif? Maintenant, pour un investisseur actif, il y a pas mal de solutions en fait. Il y a la solution, on va dire, la plus classique, enfin historiquement la plus classique, qui consiste à acheter des parts de fonds ou de hedge funds qui sont gérés par des gérants qui vont se positionner sur des produits de volatilité. Donc c'est une approche où on délègue. Une approche un peu plus active mais qui reste passive, c'est de passer par des ETF, parce qu'il y a des ETF qui vont traquer le VIX, les différents indices de volatilité. Et l'approche vraiment active pour pouvoir profiter vraiment de la hausse et de la baisse du VIX, c'est d'utiliser des produits dérivés, des produits de bourse. Alors des produits de bourse, si on est peu capitalisé, je pense notamment au turbo, et lorsqu'on a des capitaux plus conséquents pour trader, il faut aller sur des futurs. Oui, et donc comme n'importe quel actif financier, on peut acheter la volatilité ou vendre la volatilité. Tout à fait. Oui. Si on n'est pas familier avec ces instruments, est-ce qu'il y a d'autres manières, plus traditionnelles peut-être, de capter justement peut-être de la valeur à travers la volatilité des marchés des actifs financiers? Tout à fait, c'est ce qu'on a dit au début de cet échange. Il va y avoir des actions. Il y a des actions plus volatiles que d'autres. Il y a d'autres classes d'actifs aussi qui vont être plus volatiles que d'autres. Pour donner quelques exemples, je pense très clairement à l'action Tesla. C'est une grosse capitalisation, ça fluctue beaucoup, donc beaucoup d'opportunités de profiter de la volatilité à travers la volatilité de l'action Tesla. Et après, il y a évidemment toutes les actions un peu plus des actions en difficulté. Très clairement, là cette année, récemment, il y a eu pas mal de profit warning ou de sociétés qui vont mal aussi depuis un petit bout de temps. Je pense récemment Maison du Monde, en France Maison du Monde, Worldline. Donc il y a beaucoup d'actions en perte de vitesse qui ont une forte volatilité. Et donc, l'occasion de rappeler encore une fois que c'est un risque et que c'est des valeurs. Plus les valeurs sont volatiles, plus le risque est élevé. Multiplié, donc, même. Attention lorsqu'on veut traiter ce type de valeurs. Il y a une manière de regarder effectivement ce qu'on appelle le bêta des actions. Chaque action a une sensibilité par rapport au mouvement du marché dans son ensemble. C'est ce qu'on appelle le bêta. Et il y a des valeurs qui ont un bêta important, très élevé, bien au-delà de 1 parfois, ou au-delà de 1 en tout cas, et qui montrent que quand le marché fait 1, la valeur fait 1,5 ou 2, effectivement, dans le sens du marché. Voilà. Et des valeurs qui ont des low bêta, des bêta beaucoup plus faibles, qui normalement sont des valeurs moins volatiles, même si on a vu l'exemple de valeurs défensives type Sanofi, qui peuvent quand même, sur une séance ou quelques séances, générer beaucoup de volatilité. Exactement. Et par rapport à ce que vous disiez au début de l'entretien, sur d'autres classes d'actifs, très clairement, si on veut capter la volatilité en dehors des marchés boursiers, il y a beaucoup d'opportunités. Moi, je pense par exemple au pétrole. Le pétrole qui est souvent tradé. On a quand même eu une année très volatile sur le pétrole, beaucoup drivé par le contexte macroéconomique, évidemment. Mais là, sur le pétrole, avec les produits dérivés, des produits de bourse, il y a beaucoup de possibilités de capter cette volatilité. Et puis l'autre classe d'actifs, je pense par volatilité, quand on pense volatilité par excellence, je pense aux crypto-monnaies. Au bout de l'échelle, c'est ça. Exactement. Je pense aux crypto-monnaies. Même si on prend la plus grosse, même le Bitcoin, cette année, il y a eu de fortes volatilités, des variations. Donc, et je pense que c'est quelque chose qui va perdurer et continuer avec tout ce qui se passe par rapport à l'éventuel ETF sur le Bitcoin bien spot. Sûr. Donc, le dossier est déposé, c'est ça? Oui, plusieurs dossiers sont déposés. Exactement. Sont déposés. Donc on devrait avoir la réponse définitive très prochainement, source de volatilité. Bon. Excellent thème que celui de la volatilité des actifs financiers. L'occasion pour conclure de rappeler que, attention, effectivement, notamment quand on traite directement de la volatilité, c'est pas quelque chose qu'on fait quand on commence à investir pour la première fois. Ça reste quand même, j'imagine, plutôt réservé à des investisseurs qualifiés avec un encadrement et une bonne mesure du risque à prendre ou pris en l'occurrence quand on va chercher cette volatilité ou à capter cette volatilité. Oui, tout à fait. Il faut vraiment avoir un bon money management, une stratégie bien définie
définie. C'est un sous-jacent qui est complexe à traiter, très clairement à déconseiller pour des jeunes investisseurs ou des investisseurs débutants. Oui. Bon, money management, tout ça, l'occasion de retrouver les podcasts, les émissions qu'on fait avec vous chaque mois. Voilà, il y a toute la série à retrouver évidemment en replay ou sur bismart.fr, sur le Café de la Bourse. On a déjà évoqué tous ces sujets d'éducation boursière avec vous. Merci beaucoup Louis, merci d'être venu nous parler de la volatilité pour ce rendez-vous mensuel. Louis Yang, cofondateur du Café de la Bourse avec nous, donc chaque 3e vendredi du mois dans Smart Bourse sur Bismart.